Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais poursuivre le cours sur les migrations en géographie de la population et m'intéresser cette fois à la question, donc à cette deuxième partie, État et migration. Donc, dans cette deuxième partie, État et migration, l'idée c'est de voir un peu les différentes catégories d'États qui sont concernés par les migrations. Donc pays de destination, pays de départ et pays de transit, sachant que, comme je l'ai dit, un même État peut être dans plusieurs catégories. Et pour commencer, on va voir, les pays de destination, qu'on appelle aussi parfois les pays d'accueil, et faire un peu un état des lieux, hein, de quelle est la situation migratoire et quelles sont, les catégories, en fait, de pays qui sont des pays de destination. Donc si on regarde le solde migratoire dans le monde, alors là, c'est une carte qui présente le solde migratoire moyen annuel, mais pour la période 2010-2015. Bon déjà, qu'est-ce que c'est un solde migratoire, hein? C'est le nom qu'on donne à la différence entre les entrées et les sorties de migrants. Donc si le solde migratoire est positif, c'est qu'il y a plus de personnes qui arrivent dans le pays que de personnes qui partent, et s'il est négatif, c'est l'inverse. Si on regarde, les soldes migratoires, hein, celui où le solde migratoire est le plus important sur la période 2010-2015, c'est le solde des États-Unis. C'est le pays où l'immigration est la plus importante, avec un solde migratoire de 900 000 personnes par an en moyenne sur la période. Donc ça veut dire que, chaque année, il y a 900 000 personnes de plus qui arrivent que de personnes qui partent. Suivi ensuite par l'Allemagne et la Turquie, autour de 350 000. Ça permet de connaître les flux récents, hein, quelles sont les dynamiques récentes de migration, mais c'est intéressant de voir aussi, on va dire le nombre et la proportion d'immigrés qui vit dans chaque pays pour, avoir une vision, on va dire des dynamiques migratoires sur le long terme. De savoir les personnes qui se sont installées, y compris, il y a longtemps, et donc vous avez en haut, le nombre d'immigrés vivant dans chaque pays, hein, avec, la carte et le diagramme à barres, qui permet de voir, les pays où il y a le plus en nombre absolu, d'immigrants, et vous avez en bas, la proportion d'immigrés. Donc là, vous avez le nombre d'immigrants, mais par rapport à la proportion totale. Et là, les chiffres, hein, et les pays sont pas du tout les mêmes. Par exemple, les États-Unis, c'est là où il y a le plus, d'émigrés, on va dire en nombre total, hein, avec 48,2 millions 000 en 2015. Et ça représente environ 15 de la population totale. Mais si on regarde la proportion d'immigrés, donc le pourcentage d'immigrants dans la population totale, finalement, les États-Unis ne sont pas là où il y a les plus nombreux, c'est, les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, en 2015, 87,3 de la population est composée, de personnes émigrées. Voilà, donc ça, c'est pour faire un peu enfin, juste pour que vous puissiez visualiser les endroits où il y a beaucoup d'immigrants. L'intérêt, c'est de voir maintenant les différentes catégories de pays, qui, accueillent, beaucoup des migrants, et donc là où, dans les pays qui accueillent le plus des migrants en proportion de la population, hein, parce que c'est un chiffre qui est un plus important encore, ce sont les pays pétroliers. Les pays pétroliers, c'est des pays qui sont peu peuplés, à la base, mais il y a beaucoup de ressources pétrolières. Donc ce sont des pays riches, la proportion d'émigrés, c'est là où, c'est la plus importante, dans le monde, avec, 4 pays qui ont plus de 50 de leur population qui est constituée d'émigrés, hein. Les Émirats arabes unis, 87,3, le Koweït, le Qatar et le Bahreïn. Donc voilà, c'est des pays qui accueillent une grande proportion, d'émigrés dans leur population. On retrouve également dans les catégories qui accueillent beaucoup d'émigrés, c'est les petits territoires ou les micros-États. Quand on regarde la proportion d'émigrés, hein, de 4, 5, 6 et 7, ce sont, voilà, soit des petits territoires, soit des micros-États qui sont, pour la plupart du temps, dotés d'un statut particulier. 57 par exemple dans la région administrative spéciale de la Chine qui est Macao, mais aussi voilà 54 51 pour les îles Vierges américaines ou des petits États comme le Bahreïn. Donc qui est aussi un État, pétrolier. On retrouve aussi beaucoup dans des micros-États qui ont des avantages fiscaux, qui n'apparaissent pas forcément ici, mais comme Monaco par exemple à 55.
Autre catégorie, les anciennes colonies de peuplement, qui sont parfois appelées pays neufs, du fait qu'elles ont été peuplées plus tardivement, hein. Alors après il y a une histoire, on va dire de dépeuplement de la population native suite aux migrations, puis il y a eu une colonisation, notamment européenne. C'est le cas par exemple de l'Australie ou du Canada, où la proportion du coup de personnes émigrées est encore importante parce que c'est des pays qui connaissent encore une forte migration. On retrouve également, les démocraties industrielles, occidentales, hein, même si le mot occidental est toujours à prendre, avec précaution, puisque ça c'est beaucoup c'est une catégorie qui est un peu fluctuante, hein. Mais ces démocraties qui sont industrialisées depuis longtemps, par exemple, l'Europe de l'Ouest, attirent également, avec des taux d'immigrés souvent compris entre 9 et 17 pour, heu, pour ces pays-là. Et enfin, dans l'autre catégorie de pays qui connaissent une forte proportion d'immigrés, ce sont les pays qu'on appelle de premier asile, c'est-à-dire les pays qui reçoivent des réfugiés de pays voisins. C'est par exemple le cas emblématique, du Liban. Le Liban qui accueille plus d'1 million de réfugiés syriens ou irakiens, hein, en fin 2015 en tout cas pour les chiffres, ce qui représente 20 de leur population, donc qui est une part importante. Et de manière générale, si on regarde les réfugiés, hein, il y a plus de 80 des réfugiés qui sont accueillis par des pays aux revenus, faibles ou intermédiaires et donc beaucoup plus que par des pays, riches. Voilà. Donc ça, c'est les différentes catégories de pays d'accueil et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir, l'effet de ces migrations sur les dynamiques et les structures démographiques de ces pays-là. Puisqu'on l'a dit, hein, en introduction, les migrations ont des effets, en fait, sur la composition de la population. Et le premier point, c'est que les migrations, elles ont un effet sur la croissance démographique. Et là, j'ai pris l'exemple de l'Europe. Mais voilà, de manière générale, hein, les migrations, elles transfèrent une partie de la population d'une région vers une autre. Donc, ce qui peut réduire la croissance de la première région, hein, la croissance démographique, mais qui va augmenter celle des régions d'accueil. Et donc, il y a un enjeu, un vrai enjeu lié aux dynamiques démographiques, puisque les migrations, viennent, par exemple, potentiellement compenser des pays qui sont touchés par un vieillissement de la population, et qui va, par exemple, occuper des emplois qui sont vacants. Par exemple, c'est le cas en Europe, hein. Vous avez à gauche un graphique qui montre la population avec ou sans migration. Quand on voit les projections, hein, puisque le taux, de natalité de l'Europe est en dessous du seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire qu'il y a moins de 2,1 enfants par femme, sans apport migratoire, en fait, la population de l'Europe ne ferait que réduire. Et donc vous avez le scénario moyen avec migration et le scénario sans migration, où on voit que sans migration, il y aurait un effondrement de la population européenne. Et donc ça, c'est ce qui est illustré, par le graphique à droite, hein, avec l'accroissement de la population en Europe, où effectivement on voit un basculement puisque l'accroissement naturel, passe, quasiment, enfin sous la barre, du zéro récemment. C'est l'accroissement total de la population européenne s'explique par le solde migratoire. Autre conséquence, des migrations, qui se voit très bien sur cette pyramide des âges, qui est celle du Qatar, c'est l'influence sur les structures démographiques, donc sur les structures par âge et sur les structures par sexe, hein, donc là j'ai le sexe ratio. Ici vous voyez une pyramide des âges, extrêmement caractéristique, puisqu'elle a 2 choses en fait, qu'on voit, c'est qu'il y a, une beaucoup plus forte proportion de la population qui a entre 20 et 50 ans et une forte proportion de la population qui est, masculine. Donc ça s'explique parce que, vous avez une arrivée très importante de migrants en âge de travailler, donc ni trop jeunes ni trop âgés, ce qui explique le gonflement au milieu de la pyramide des âges. Hem et la majorité de ces migrants, qui viennent pour travailler sont des hommes et donc ce qui explique le déséquilibre entre la partie hommes et femmes. Donc ça, c'est une caractéristique du Qatar. C'est le cas, en fait, de plusieurs, pays du Golfe, hein. On a vu les pays pétroliers qui accueillent une forte proportion de migrants, ont, ce même type de pyramide, hein, déséquilibrée par rapport à une pyramide où il y a peu de migrants. Donc voilà, elle est marquée par une surreprésentation des hommes entre 25 et 35 ans et un sexe ratio, bah, pour vous donner le chiffre, hein, qui est de 300 hommes pour 100 femmes.
Et ça, c'est totalement décorrélé, en fait, de la réalité démographique de la population qatarie, puisque ça représente, en fait, en réalité plutôt, la y compris la pyramide des âges montre, beaucoup l'immigration, en fait. Donc voilà pour, quelques enjeux autour des pays, de départ enfin de destination. Maintenant, il s'agit de voir des enjeux au niveau des pays de départ, hein, là, les pays d'où partent les gens et donc pareil, on va faire un petit état des lieux avec des cartes et des chiffres. Ce qu'on voit, ici, vous avez les principaux flux migratoires et vous avez en vert, hein, les principales régions de départ, qui permettent de repérer les foyers, en fait, où il y a le plus de départs, qui sont surtout des pays récemment industrialisés ou en cours d'industrialisation. Donc, là où les revenus par habitant sont plutôt, faibles ou intermédiaires, surtout là où ils sont intermédiaires d'ailleurs. Et vous repérez aussi les principaux flux migratoires. Donc voilà pour une vision sur la carte, avec une liste de pays. Alors ici, vous avez le nombre et la part des émigrés sur les pays ayant fourni le plus de migrants et vous avez à droite la proportion d'émigrés dans une sélection de pays. Alors attention, c'est pas le classement, hein, c'est une sélection de pays et donc ce qu'on voit, c'est qu'en nombre absolu, c'est l'Inde qui fournit le plus, de migrants en 2015, puisque les chiffres datent de 2015, avec presque 16 millions d'émigrés. Mais finalement, ça ne représente qu'une faible partie de sa population, puisque ça représente que 1,2 de la population, puisque l'Inde est un pays très peuplé. Alors que si on regarde en pourcentage, de la population, c'est la Bosnie-Herzégovine qui, a, on va dire, la plus grande partie de sa population qui est, émigrée, qui vit à l'étranger, puisque ça représente 45,6. Donc il y a un ensemble de facteurs, hein, liés aux conditions économiques, mais aussi à l'histoire, du pays, qui expliquent ça. Mais voilà, il y a vraiment une différence, c'est important d'avoir en tête entre le nombre en chiffres absolus, hein, le nombre de personnes émigrées et ce que ça représente dans le pourcentage de la population. Le classement est pas du tout le même. Donc à nouveau, l'idée, c'est de faire un petit peu de voir les catégories, hein, entre les des pays de départ, hein. Quels sont les pays qui connaissent en général, beaucoup de départs? Alors déjà, c'est, des pays qui vont émettre une main-d'œuvre peu qualifiée en moyenne, hein. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes très qualifiées qui émigrent de ces pays, c'est le cas aussi, mais dont la majorité des migrants sont, des migrants, on va dire, de main-d'œuvre peu qualifiés, qui vont quitter leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure, hein, que ce soit pour eux, pour leur famille, et qui vont donc occuper des emplois peu qualifiés dans les pays où ils arrivent. Ça ce qui veut pas dire, encore une fois, qu'ils n'étaient pas qualifiés dans leur pays de départ, hein, mais ils arrivent dans des pays où ils emploient des postes peu qualifiés. C'est le cas, par exemple, du Mexique, du Bangladesh, du Pakistan ou des Philippines. Voilà. Vous avez également des pays de main-d'œuvre qualifiée. Alors, les migrants qualifiés quittent aussi pour chercher de meilleures conditions de travail ou des salaires plus élevés. Et ça, c'est vrai que dans le cadre de la mondialisation, les firmes transnationales, hein, les entreprises multinationales, recrutent de plus en plus à l'échelle internationale. Et donc, ça, en fait, j'ai pas mis une liste de pays parce qu'en fait, ce que je disais avant, il y a beaucoup de pays où une partie des gens qui partent sont très qualifiés, hein, même s'ils ont d'autres types de migration. On retrouve également les pays émetteurs de réfugiés, puisqu'on a dit qu'il y avait 27,1 millions de réfugiés en fin 2021 et donc pour certains États qui connaissent notamment, des guerres ou des situations très instables, vous avez une partie de la population qui est partie. Vous avez ici une carte qui est un petit peu ancienne, hein, qui met en avant le nombre de personnes, qui sont réfugiées par pays. On voit apparaître, ben, la Syrie, notamment, en tête. Et effectivement, si on regarde, là, je vous ai mis le classement en haut à droite 2022, des principaux pays d'origine des réfugiés, où on voit que, plus des 2 tiers de tous les réfugiés proviennent de, 5 pays seulement. En premier lieu, la Syrie, puis le Venezuela, l'Afghanistan, le Soudan du Sud et Myanmar, Myanmar, c'est également la Birmanie. Voilà, on voit les zones qui sont touchées vraiment par des conflits ou des instabilités ou des guerres. Hem et que c'est quelques pays qui connaissent, bah, du coup, une forte proportion d'émigrés, du fait,
de la de on va dire de l'instabilité, politique. Voilà pour la question, des grandes catégories. Si on s'intéresse donc aux enjeux économiques et sociaux, donc c'est toujours partiel parce qu'il y a plein de choses à dire, hein, mais on va regarder 2 exemples, d'enjeux économiques et sociaux pour les pays de départ. Et le premier, c'est la question des transferts d'argent, qu'on appelle des remises. Les remises, c'est l'argent qui est envoyé par un migrant à sa famille, restée au pays d'origine. Voilà, c'est ce qu'on appelle une remise. Et ce qui a l'argent, en fait, gagné, dans le pays où le migrant travaille est ainsi transféré, en fait, et réinvesti dans l'économie du pays de départ. Heu et ces transferts financiers, hein, qui sont réinvestis, dans le pays d'origine, ils contribuent en fait au développement des pays. C'est un apport important, hein, qui vont être réinvestis, dans à des éléments de développement. Par exemple, pour, l'éducation. Un migrant va donner de l'arg qui va donner de l'argent à sa famille. Cet argent peut être utilisé pour scolariser, les autres enfants de la famille, par exemple. Et en quantité totale, ces remises, ces transferts, ils représentent 554 millions de dollars en 2019. Alors, il y a eu une diminution avec la crise du Covid, c'est en train de remonter, mais du coup, les chiffres plutôt fiables, c'est ceux de 2019, parce que, voilà, la crise du Covid, ça a été quelque chose d'exceptionnel où beaucoup de migrants ont perdu, on va dire, étaient plus fragiles et ont perdu leur emploi et donc n'ont pas pu envoyer autant d'argent que ce qu'ils faisaient avant. Si on regarde sur une carte, ici, c'est les transferts d'argent des migrants, hein, avec, en rouge les pays d'où, est envoyé l'argent et en vert ceux qui réceptionnent le plus et puis en jaune, les autres pays receveurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, il y a vraiment un effet de redistribution de l'argent des pays qui sont souvent les plus riches, que ça soit, des pays anciennement industrialisés, des monarchies pétrolières, vers des pays aux revenus, intermédiaires ou plus faibles. Donc voilà, on a vraiment un rôle de redistribution et si on regarde la réception, donc là, on est du point de vue des pays qui reçoivent les remises, qui reçoivent les transferts financiers des migrants, là, vous avez 2 colonnes. Vous avez la colonne des pays qui, reçoivent les fonds en volume, en milliards de dollars, en nombre absolu et vous avez à droite la part des fonds dans le PIB des pays receveurs. Donc là, c'est relativement à l'ensemble de la richesse produite, quelle est la part qui est représentée par les transferts. Donc là, c'est des chiffres de 2014 et de 2013, hein, ça a un peu évolué, mais ça donne une idée. Et dans ce qu'on peut en dire, c'est qu'en chiffre absolu, les 2 pays qui bénéficient le plus des transferts, des remises, c'est l'Inde et la Chine. Et ça, c'est normal, c'est parce que c'est aussi des pays qui ont une très forte, enfin un nombre important de personnes qui ont émigré dans d'autres pays parce que, c'est des pays qui ont, les 2 pays les plus peuplés du monde, en fait tout simplement. Et donc, même si la proportion, dans leur population est pas forcément, extrêmement élevée, il y a beaucoup de gens en nombre absolu et donc ils bénéficient, de remises. En revanche, si on regarde la part dans le PIB, c'est des plus petits pays, aux revenus, plus faibles, en moyenne pour, la population, et là, ce qu'on voit, c'est que les chiffres peuvent être très élevés. Par exemple, en 2013, au Tadjikistan, c'est 42 du PIB qui est, produit par les remises, les transferts d'argent envoyés par des migrants à l'étranger. Donc là, c'est une part importante de la richesse du pays qui est constituée par l'argent, des travailleurs émigrés. Donc là, c'est un gain pour le développement du pays. Autre, phénomène, important à regarder du point de vue des pays de départ, qui est plus négatif pour le coup, qui est perçu plus négativement, c'est ce qu'on appelle le brain drain, ou qu'on traduit par fuite des cerveaux. Et donc le brain drain, ça désigne le départ d'une population qualifiée vers d'autres pays pour obtenir un meilleur salaire ou de meilleures conditions de vie.
Donc ça, c'est un mécanisme, fort dans les enjeux de migration et donc ça va surtout concerner un mouvement des pays, aux revenus, intermédiaires ou faibles, donc les pays émergents en développement qui vont aller vers des pays les plus riches, pour obtenir de meilleures conditions de vie et ce brain drain en termes de population, de profil de population, il concerne essentiellement les étudiants et les jeunes actifs. Heu, pour regarder un cas particulier du brain drain, on va regarder les migrations internationales pour études, qui est une des catégories de cette fuite des cerveaux. Hem, Vous avez ici, en bleu les pays les plus attractifs et en jaune les pays où il y a une plus grande proportion de gens qui vont étudier à l'étranger que de gens qui vont étudier dans ce pays. Hem et ce qui est perçu en fait, de ce brain drain, c'est que ces migrations, elles creusent les inégalités entre les pays riches, et les pays, on va dire, émergents. Puisqu'il y a un risque, on va dire de pillage, des compétences du point de vue des pays de départ. Parce que les gens qui partent sont des gens qui ont des compétences, du potentiel, et s'ils décident de s'installer dans un autre pays et d'y rester, c'est ces compétences et ce potentiel qui est perdu pour le pays d'origine. En tout cas, c'est perçu comme tel. Ça peut être aussi vu différemment, où les personnes vont prendre des compétences, par exemple pour les études dans un autre pays, avant de revenir s'il y a migration de retour et donc amener de nouvelles compétences. Mais ça peut être aussi perçu comme, voilà, une perte de compétences. Et un bon exemple, c'est le cas de l'Afrique, puisque vous avez 31 des diplômés de l'enseignement supérieur, en Afrique qui quittent le continent, donc presque le tiers, alors qu'ils ne représentent que 4 de la population totale du continent. Donc il y a une vraie perte de savoir et pour le continent africain. Pour terminer sur, la relation entre État et migration, je vais m'intéresser maintenant aux pays de transit, dont on parle souvent un petit peu moins que les pays de destination ou que les pays de départ, alors qu'il y a aussi des enjeux qui se jouent au niveau des pays de transit. Les pays de transit, c'est les pays par lesquels passent les migrants internationaux puisque, c'est pas toujours possible en fait d'aller directement, d'un pays de destination au pays de départ. C'est souvent le cas, notamment dans toutes les migrations légales, mais ça il y a dans les migrations illégales, il y a beaucoup des passages par des pays de transit et donc les pays de transit, voilà, c'est ce que je disais, c'est les pays par lesquels passent les migrants internationaux et ils peuvent s'installer dans ces pays, de transit pour des durées variables. Ça peut être vraiment juste une traversée, mais des fois c'est aussi, des arrêts dans des pays pour accumuler assez d'argent pour continuer le voyage et pour aller ensuite, dans un autre pays qui serait le pays visé, le pays de destination. Et un point qui est important à avoir en tête, c'est que la situation des pays, la situation migratoire évolue, c'est-à-dire des pays qui avant étaient des pays de départ, où il y a beaucoup de gens qui quittaient le pays, deviennent des pays de transit. C'est le cas par exemple de la Turquie ou du Maroc, qui voient passer en fait des migrants par ces pays-là. C'est le cas, par exemple, oui, un dernier point, pardon. Les pays de transit sont souvent à la fois des pays d'immigration et d'émigration. Ils peuvent être l'un ou l'autre en majorité et c'est le cas du Mexique. Je voulais développer un petit peu cet exemple. Le Mexique, qui est un pays de transit, mais aussi un pays d'immigration, mais aussi un pays d'immigration et donc on va voir un peu ces 3 éléments-là avec ces 2 graphiques. Heu, le Mexique, c'est, un pays de départ vers les États-Unis, en, 2018. Alors là, on est sur, les migrations illégales pour, les arrestations de migrants, l'interpellation à la frontière mexicaine. Si les personnes sont interpellées, c'est qu'elles n'ont pas pu migrer légalement et on voit qu'il y a, à peu près 170 000 migrants qui, en 2018, ont été interpellés en essayant, de quitter, le Mexique pour aller aux États-Unis. Auquel il faudrait ajouter tous les Mexicains qui ont quitté, le Mexique pour s'installer aux États-Unis de manière tout à fait légale. Donc on voit bien que c'est un pays, d'émigration. Il y a des Mexicains qui quittent le Mexique pour aller aux États-Unis. Mais c'est aussi, un pays d'accueil. Là, c'est le graphique du bas qu'il faut regarder. Si on regarde l'entrée de personnes étrangères, de 2007 à 2016, ben, on voit qu'en 2016, il y a un peu moins de 40 000
personnes qui ont demandé, à s'installer au Mexique, plus, des demandes d'asile. Donc on a un pays, le Mexique, qui est aussi un pays d'accueil, où d'ailleurs la nationalité principale des gens qui veulent s'installer au Mexique, ce sont, des personnes qui viennent des États-Unis. Et puis c'est aussi un pays de transit et là ça se voit, bah, on va reprendre le premier graphique avec l'arrestation des migrants à la frontière mexicaine. Une partie des gens qui sont interpellés, ce sont des Mexicains, mais une autre partie, ce sont d'autres nationalités. Et en fait, ces autres nationalités, qui viennent souvent d'Amérique latine, donc au sud du Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, et en fait, ils sont partis d'Amérique latine et ils remontent vers les États-Unis en passant par le Mexique. Et là, c'est des gens qui ont été interpellés à la frontière d'autres nationalités. Donc on voit bien que le Mexique a été un pays de transit entre leur point de départ et leur point de destination qui étaient les États-Unis. Pour, s'intéresser à un des enjeux, au niveau des pays de transit, c'est celui de l'externalisation du contrôle aux frontières, hein, qui est externalisé depuis des pays, de destination, des pays d'accueil, vers les pays de transit. En fait, faut avoir en tête que le contexte, c'est que les pays de destination, ceux qui accueillent des migrants, sont de plus en plus nombreux à essayer de mettre en œuvre des politiques, pour diminuer les flux migratoires entrants et pour cela, ils s'appuient de plus en plus sur les pays de transit pour limiter en amont les migrations avant qu'elles n'atteignent leur territoire. Donc ça, c'est le concept d'externalisation du contrôle des frontières, hein, vers les pays de transit et éventuellement, vers les pays de départ même. C'est-à-dire que les contrôles sont effectués par ces pays avant même que les migrants n'atteignent les pays de destination. Donc c'est des contrôles qui sont demandés par les pays de destination et d ça donne une fonction de surveillance et de contrôle des frontières qui est, portée par les pays de transit. D'où la notion d'externalisation, hein. C'est plus les pays de destination qui gèrent leurs frontières, mais ils font porter cette fonction de surveillance aux pays de transit, voire aux pays de départ. En Europe, pour donner un exemple, c'est quelque chose qui a été, on va dire organisé, pensé au sommet euro-africain de La Valette en 2015 et ce sommet, africain de La Valette en 2015, il élabore en fait un partenariat entre les pays européens et les pays du nord de l'Afrique et les pays du nord de l'Afrique doivent lutter contre les départs irréguliers, donc les départs clandestins, hem, permettre le rapatriement des sans-papiers, qui sont arrivés jusqu'en Europe, donc ils doivent aider pour ça et en échange, ils reçoivent une aide au développement, donc de l'argent, de la facilitation des visas pour les travailleurs saisonniers, hein, faciliter une partie des migrations, mais qui est contrôlée et une aide au retour pour les gens qui, ayant émigré, d'Afrique du Nord vers l'Europe, souhaiteraient revenir. Donc vous voyez, il y a un partenariat, hein, pour simplifier, hein, en échange de cette externalisation du contrôle des frontières qui est porté par les États, ici d'Afrique du Nord, il y a, bah, de l'argent et des facilitations qui sont données. Donc il y a pas que l'Europe qui fait ça, les États-Unis aussi. Et concrètement, ça se traduit par différents types de mesures, cette externalisation du contrôle aux frontières. Ça se traduit par des mesures préventives où on va essayer de décourager, la décision de migrer en insistant sur les dangers. Ici, vous avez une affiche qui est, au Niger, qui a pour objectif de décourager les migrations vers l'Europe en insistant sur les dangers, heu, qu'il pourrait y avoir et vous voyez, elle a été financée par l'Union européenne, cette affiche. Vous avez aussi des mesures de contrôle et de répression où là, bah, par exemple, dans la manière de faire reporter, la gestion des frontières, c'est des gardes-côtes libyens, hein, la Libye donc en Afrique du Nord, qui vont gérer un peu, essayer de surveiller la Méditerranée pour empêcher que des migrants clandestins traversent et là, vous avez un cas particulier, hein, extrême, où, les gardes-côtes libyens ont tiré à balles réelles en direction d'un bateau de migrants, donc en les mettant en danger, voilà et ça m'amène à un dernier point sur cette externalisation du contrôle aux frontières. C'est qu'en fait, puisque ce sont les gardes-côtes de Libye qui tirent, alors, heureusement, ils tirent pas à chaque fois sur les gens, hein, mais bon, c'est arrivé, d'où cette photographie. C'est qu'en fait, il y a un transfert de responsabilité,
vers les pays de transit. C'est-à-dire la responsabilité, bah, potentiellement des accidents, pour les migrants n'est plus celle des pays d'arrivée, mais celle des pays de transit. Pareil pour les conditions de vie des migrants qui peuvent être arrêtés et installés dans des camps. Donc voilà, il y a un glissement et un transfert de responsabilité qui se fait par cette externalisation du contrôle aux frontières. Voilà pour cette partie entre État et migration.